Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur TV Fil 78 si vous nous rejoignez pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Le thème de ce soir, la réforme du collège, faut-il ou pas s'en inquiéter? Vous pouvez réagir, participer, poser toutes vos questions sur le Twitter de l'émission, hashtag 78 Société. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans le travail des enseignants, dans la pédagogie et dans le contenu des programmes? Est-ce la fin de l'enseignement du latin et du grec? Pourquoi cette réforme portée par Najat Vallaud-Belkacem fait-elle tant réagir à droite mais également à gauche? Pour répondre à ces questions, trois invités autour de la table. Sandrine Grillet d'abord, qui est professeure d'anglais, qui a été professeure d'anglais 6 ans en collège et qui est maintenant au lycée, et surtout secrétaire générale du syndicat d'enseignants SGEN CFDT à l'Académie de Versailles. Bonsoir. Christian Taillebois, qui est délégué départemental du Parti chrétien-démocrate. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Xavier Fernagus, secrétaire fédéral du Parti socialiste en charge de l'éducation. Bonsoir. Alors pour commencer cette émission, un chiffre. Apparemment, selon un sondage Odoxa, près de 2/3 des Français sont opposés à la réforme du collège. Alors on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, parler du contenu de la réforme pour comprendre ce qui va changer concrètement. Alors au niveau des programmes, pour commencer, ce sont surtout les programmes d'histoire, entre autres, qui sont très critiqués avec l'introduction de thèmes obligatoires et de thèmes facultatifs. Qu'est-ce qui pose, selon vous, problème dans cette distinction, cette différenciation entre le facultatif et l'obligatoire? Christian Taillebois, peut-être pour commencer. Alors, peut-être qu'avant de parler des programmes, parce qu'en réalité, il y a une réforme des collèges et une réforme des programmes. Il y a deux éléments qui, je crois, doivent être distingués à la fois dans les modalités de consultation et de mise en œuvre. Moi, ce qui me frappe peut-être en introduction, c'est la méthode de la ministre. Entêtement, tout le monde est contre, à droite, à gauche, des intellectuels, presque tout le monde. Presque tout le monde, mais vous avez cité un chiffre qui concerne les Français et c'est finalement le plus important, mais aussi beaucoup d'intellectuels, de responsables politiques de droite et de gauche, je l'ai dit. Bref, pourquoi cet entêtement? Mépris pour ceux qui ne partagent pas l'avis de la ministre et du gouvernement. On a entendu les immobiles dénoncés par le président Hollande qui soutient sa ministre. Et puis l'absence de concertation. Vous l'avez dit, 2/3 des Français sont contre cette réforme, ce projet de réforme. Aujourd'hui, des enseignants nombreux, ils sont significativement mobilisés, sont dans la rue. Entre 30 et 50% selon les chiffres. Voilà, et ça reste, c'est évidemment très significatif. Les parents d'élèves sont contre, vous avez cité le chiffre. On ne construit pas une réforme durablement quand on a tout le monde contre soi. Voilà. Sandrine Grillet. Alors, ce qui me gêne un petit peu dans ce que je viens d'entendre, c'est le fait d'entendre qu'il n'y a pas du tout eu de concertation. C'est faux. Les représentants des personnels, les syndicats sont en discussion depuis un petit moment avec Madame la Ministre. Entendre que la majorité des Français est contre, alors qu'il y a eu un vote au CSE, c'est le Comité supérieur de l'éducation qui a été majoritairement pour. Sachant alors, qui compose ce CSE, justement? Alors, beaucoup de monde, les associations de parents d'élèves, les associations pédagogiques, les représentants des syndicats des enseignants, mais aussi des syndicats non enseignants qui représentent la société civile. Enfin, on a un panel assez représentatif de la société française. Et ce comité supérieur a plutôt voté pour, à une très large majorité. Mais ce n'est plus le cas, en tout cas, des syndicats d'enseignants. Alors, les syndicats d'enseignants... 5 sur 7 sont contre cette réforme. Absolument. Mais c'est toujours les mêmes. Donc ça, on pourrait en débattre pendant longtemps. Des heures et pendant longtemps. De toute façon, quand il y a une réforme dans l'éducation... les gens sont contre par principe. Juste quand même une petite chose. Moi, j'aimerais bien savoir si les gens qui se sont exprimés sur ce sondage, alors il faudrait critiquer la méthode du sondage, ont lu la réforme. Parce que s'ils l'avaient lu, je me demande s'ils auraient été réellement contre. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. L'opinion publique, elle se fait par rapport à ce qui est diffusé dans des médias. Et ma foi, il y a quand même une certaine partialité, même si récemment, on entend un petit peu plus la voix de ceux qui sont pour. Xavier Fernagus. Oui, moi je crois qu'il faut partir d'un constat et revenir un petit peu 40 ans en arrière, c'est-à-dire se dire que la réforme Abi de 75... Le collège unique. Pardon ? Le collège unique. Le collège unique, donc loi relative au collège unique. Bien, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a démocratisé l'accès, on n'a pas démocratisé la réussite. Jusqu'à quand peut-on se satisfaire de laisser sur le bord du chemin 140 000 élèves qui sortent du système scolaire sans qualification? Ensuite,
Que déplore-t-on au fil du temps pour en arriver à estimer ce qui relève du bien fondé de cette réforme? Quand Luc Ferry est arrivé au ministère de l'Éducation nationale en 2002, sa première mesure, ça a été de supprimer le Haut Conseil à l'innovation pédagogique. Les travaux du Haut Conseil, il y a de ça bientôt 15 ans, préconisaient que pour effectivement démocratiser la réussite des élèves, il fallait parler d'accompagnement pédagogique, il fallait parler d'interdisciplinarité. C'est ce que nous propose la ministre aujourd'hui. Donc c'est un débat qui a été déjà posé sur la table depuis longtemps. Le président Sarkozy a fait ce que nulle démocratie d'Europe a osé faire avant lui, la suppression de la formation pédagogique des enseignants. La suppression des UFM notamment. La suppression des UFM, donc. Avec, n'oublions pas, 80 000 postes d'enseignants supprimés. Alors, oui, moi je voudrais peut-être réagir parce que vous nous dites les choses vont pas bien et c'est vrai. D'ailleurs, la ministre elle-même. Tout le monde semble d'accord. Tout le monde semble d'accord sur le diagnostic. Tout le monde est d'accord et qui ne peut pas l'être d'ailleurs en voyant les chiffres. Et la ministre elle-même rappelait, je crois que c'était dans Le Monde il n'y a pas très longtemps, 22% des collégiens ne maîtrisent pas les connaissances de base en mathématiques, 21% en histoire géo, 19% en lecture. Et la réforme, elle propose quoi pour répondre à ce constat de difficultés? Elle propose de rogner progressivement sur les enseignements de base, sur les langues anciennes, sur certains pans de l'histoire. Alors ça, c'est la réforme des programmes, on est d'accord. Justement, entrons dans le vif du sujet sur cette partie contenue. Voilà, alors je finis juste. Donc, rogner sur des enseignements fondamentaux pour ouvrir du temps, de l'espace à des ateliers, alors sur les blogs, sur les recherches sur Internet, sur plein de choses. Sur les cultures antiques également. Sur les cultures antiques, c'est-à-dire on va faire des maquettes de pyramides, on va faire des choses comme ça. Bon, pourquoi pas? On pourrait se le permettre si l'ensemble des collégiens avaient un socle de connaissances solide, permettant de former leur jugement, permettant de former leur réflexion. Donc aujourd'hui, pour répondre à ce constat de difficulté d'une grande partie des collégiens, on fait quoi? On met en avant des matières périphériques et des ateliers ludiques. C'est pas sérieux. Comme si ces matières périphériques allaient prendre la place d'autres. Sandrine Grillet, vous êtes d'accord avec ça? Ça m'ennuie beaucoup d'entendre ça parce que ça veut dire que quand moi j'étais au collège, dis donc, j'ai fait des grosses bêtises en matière pédagogique, c'est-à-dire que j'étais déjà en interdisciplinarité. Je peux vous donner un exemple très précis. Est-ce qu'on peut réexpliquer peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'interdisciplinarité? L'interdisciplinarité, c'est quand vous avez des professeurs de différentes disciplines qui décident ensemble de monter un projet et de travailler ensemble pour faire progresser les élèves. Je peux vous donner un exemple concret. Très rapide. Dans le collège où j'ai été enseignante, il y avait une petite classe de 6e, une 6e où on accueillait des élèves qui étaient, on va dire, en difficulté, qui arrivaient avec des lacunes. Donc il y avait une équipe motivée et on avait un projet pluridisciplinaire, maths, français, histoire géo, anglais. Et le point commun à toutes ces disciplines, c'est qu'on travaillait sur une pièce de théâtre. Donc les professeurs de français et d'histoire géo ont travaillé sur la rédaction. Donc les élèves ont écrit une pièce de théâtre, on est complètement dans l'interdisciplinarité. Et comme la pièce de théâtre, ça parlait du roi Arthur, eh bien par moment, il y avait des phrases en anglais, c'est là que j'entrais dedans. Et le professeur de mathématiques, quant à lui, travaillait sur les décors, et le professeur de technologie, j'ai oublié, pardon, donc travaillait sur des calculs de mesure, etc., ce genre de choses, travaillait sur des calculs. Donc là, on était vraiment dans un projet pluridisciplinaire. Et ça a marché? Ça a extrêmement bien marché. Et là, il y a une très grande fierté dans la première promotion. Il y a un des étudiants qui, cette année, est stagiaire professeur. Et alors, ça fait toujours plaisir d'entendre ça quand on est enseignant. Alors, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que pour rendre légitime une réforme, on prend un cas particulier. Et très bien, et bravo. Et moi, je ne doute absolument pas de vos compétences, ni de celles des enseignants d'ailleurs. Mais voilà, vous avez une belle expérience autour de ça. Moi, ce que je vois, et c'est pas moi, c'est un constat, c'est que le niveau global des élèves à la sortie du collège baisse. Donc, il faut peut-être s'interroger là-dessus. Et je crois vraiment que la réponse, ce n'est pas de développer plus de temps d'interdisciplinarité. Je ne m'oppose pas par principe à cette façon de travailler, mais je crois que vraiment, il faut mettre le paquet sur les fondamentaux et que nos enfants sachent lire, écrire et compter convenablement et mieux convenablement, parfaitement à la sortie du collège. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Xavier Fernagu. Oui, moi je crois qu'on a un petit peu de mal à partager cette curieuse conception de la République qui consisterait à considérer toute politique conçue pour ouvrir les chemins de la réussite aux élèves à un nivellement par le bas. De quoi s'agit-il?
de notre point de vue, quand il s'agit effectivement de mettre en place des enseignements pratiques interdisciplinaires. Les élèves apprendront à coopérer pour mener ensemble un projet plutôt que de s'affronter aux autres dans une compétition individualiste. Mais c'est pas ça qu'on attend de l'école, monsieur. En renforçant le suivi personnalisé dont ont besoin tous les élèves pour construire leur parcours de réussite. Je crois que c'est ça dont il s'agit. Quand on parle de nivellement par le bas, ce n'est pas pour rien, monsieur Fernagus. C'est quand la ministre parle de classe trop élitiste, qu'on devrait supprimer, c'est aussi peut-être une idéologie on a du mal à se faire à l'idée qu'il s'agirait de continuer avec un service public qui n'exercerait pas son propre recours en cas de dysfonctionnement, et un service public qui n'exerce plus son propre recours en cas de dysfonctionnement ne bénéficie plus, de mon point de vue, de ce label service public, de cette conception de service public. Et quel est le constat sur le système actuel ? Vous avez donc l'État qui dépense plus de 2 fois plus pour les 15% d'élèves qui réussissent le mieux, au détriment des 15% qui réussissent le moins. Donc, il s'agit effectivement de mettre en synergie, au travers de cette réforme, toutes les formes d'intelligence qui habitent chaque élève, sachant que les chronobiologistes, les spécialistes, les pédopsychiatres nous disent le travers majeur de l'éducation nationale, c'est de favoriser une seule forme d'intelligence que les spécialistes qualifient de verbo-conceptuelle, au lieu de mettre en synergie toutes les formes d'intelligence sur les pédagogies de projet bien pensées et qui amènent les enfants à coopérer au sein d'un même classe. Et justement, comment on fait concrètement pour mettre en place ce que vous venez de dire ? Comment on fait concrètement pour peut-être s'adapter ? Les enseignements pratiques interdisciplinaires peuvent répondre à cette question. Alors, je crois que la concertation est lancée, puisque monsieur, effectivement, disait la ministre tente de passer à la hussarde sans qu'il y ait de concertation préalable. La concertation a eu lieu en amont du vote du CSE qui, comme le rappelait ma voisine, donc Conseil supérieur de l'éducation, s'est prononcé dans une majorité d'un peu plus des 2/3 pour effectivement le principe de cette réforme. Bon. Mais actuellement, les syndicats sont il faut effectivement que la concertation aille à son terme. Je crois que le Conseil national du programme a rendu des avis qui sont des avis provisoires. La concertation continue. Il faut effectivement que les acteurs de l'école puissent s'en saisir de façon à ce que la réforme aille à son terme. Je vous laisse un mot rapidement tous les deux. Juste un mot, pardon madame, mais juste un mot, quand vous dites concertation, etc. Non, le message qu'on voit à la ministre aujourd'hui aux grévistes et aux manifestants, c'est circuler, il n'y a rien à voir, de toute façon on y va. Et c'est le même message qu'elle envoie aux 2/3 des Français qui sont opposés à cette réforme. Donc, excusez-moi, mais en termes de concertation, de dialogue, le gouvernement socialiste peut beaucoup mieux faire. Si je peux réagir, très rapidement. Écoutez, c'est pas le sentiment qu'on a quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le terrain. Je veux dire, vous avez effectivement sur chaque département et dans chaque académie un certain nombre d'instances paritaires, d'instances de concertation. Vous nous parlez de superstructures. D'instances. Aujourd'hui, il y a des manifestants. D'instances de concertation. Laissez-le terminer. Décisionnaires. Mais je crois effectivement que la communauté éducative s'est emparée du sujet avant effectivement que la droite ne s'empare effectivement des médias pour faire ce qui relève de notre point de vue de l'enfumage. Et je crois effectivement que si on arrive à retrouver un petit peu de raison, on s'apercevra très vite du bien fondé de cette réforme. On va en reparler, je vous donne la parole juste après, Sandrine Grier. Nous sommes allés demander aux Saint-Quentinois ce qu'ils pensaient de cette réforme du collège. On regarde. J'ai entendu aussi qu'ils voulaient supprimer le latin. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Même si ça peut sembler parfois élitiste, ça concourt quand même à la culture générale. Les langues mortes, c'est peut-être moins indispensable, mais après tout, si certaines personnes en ont envie, pourquoi les supprimer aussi, hein ? Le latin, c'est très important, surtout pour les élèves qui veulent faire le lettre. C'est très important, mais pour les gens qui veulent faire l'économie, c'est pas vraiment du tout important. Ah, les langues, bah ça, j'ai moins d'avis. Le latin, j'en ai pas fait, donc je pense qu'on peut s'en passer, mais bon, les langues, c'est un autre problème. Je n'y suis pas du tout favorable puisque je suis enseignante. En fait, jusqu'ici, on avait 3 heures en 4e, 3 heures en 3e, et maintenant, on va avoir exactement le volume horaire, mais étalé sur 3 ans. À mon avis, c'est pas du tout positif. Voilà, donc on a beaucoup parlé du latin dans les avis qu'on vient de voir, de ce que pensent les Saint-Quentinoises et les Saint-Quentinois. Alors, on va d'abord parler de chiffres pour parler du latin, qui a été une chose qui a été très mise en avant, la suppression du latin,
la suppression du grec. Alors, j'ai des chiffres de la source du ministère de l'Éducation nationale. 20% d'élèves en 5e qui étudient les langues anciennes et on passe à un peu plus de 17% en 4e, 15,8% en 3e. Et puis, quand on arrive au lycée, il n'y a plus que 4,3% en terminale pour le latin et 1% seulement pour le grec. Et pourtant, c'est ce qui semble le plus intéresser les politiques qui sont contre cette réforme. Sandrine Grillet, vous disiez que le latin est important. C'est fondamental, mais pour en discuter avec les collègues de l'aide, j'ai envie de dire que tous les collégiens devraient faire du latin. C'est absolument essentiel. Là, c'est la prof de langue qui parle, mais c'est l'histoire de la langue. Je pense que ça leur permettrait réellement de progresser, de comprendre comment le français fonctionne. Ça leur permettrait vraiment de progresser en orthographe, ça c'est indéniable. C'est indéniable. C'est pour ça qu'il faut que tout le monde en fasse. Et je crois que c'est ce qui est prévu dans la réforme. Est-ce que c'est pas ce qui est prévu, Christian Taillebois, dans cette réforme, puisqu'on casserait ces options latin et grec pour les redispatcher via ces fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. Voilà, et donc les diluer dans d'autres cours, au risque d'ailleurs que finalement, progressivement, tout ça disparaisse. Et moi, je suis vraiment de l'avis de Madame, c'est important, parce que c'est un des fondements, c'est un fondement linguistique, c'est aussi un des fondements de notre identité culturelle, le latin, et comme le grec d'ailleurs. Donc c'est très très important, parce que c'est lié à l'identité, et c'est lié à ce qu'est notre culture. Et c'est pour ça que... Alors, je vous demande, je vous coupe, si c'est si important pour l'identité française, comment expliquez-vous qu'il y ait si peu de Français qui la pratiquent? Je vais d'abord tordre le cou à une idée reçue, peut-être. On pense que le latin, c'est dans les beaux quartiers, dans les centres-villes, etc. C'est pas vrai. Savez-vous que là où... Enfin, le latin et le grec, les langues anciennes. Savez-vous que le grec ancien a le plus progressé, non pas à Paris, ni à Versailles ou ailleurs, mais c'était en Seine-Saint-Denis, voilà, au cours des 10 dernières années. Plus multiplié par 2, pardon, la fréquentation des cours de grec en 10 ans. Donc en fait, on voit bien que c'est pas élitiste. C'est simplement parce qu'il n'y a peut-être pas toutes les dispositions partout, dans tous les établissements, pour qu'il y ait des classes qui s'ouvrent et des élèves qui puissent pratiquer ces langues. Et moi, ce que je pense, c'est qu'à force de détricoter tout cela, donc on pourrait parler aussi de l'histoire, on parle des langues anciennes, et à force de détricoter l'école publique, ce qui va se passer, et c'est là où on va créer de la vraie inégalité, monsieur, c'est que on va se détourner de l'école publique et ceux qui auront les moyens d'aller en école privée pourront le faire. Donc les plus riches pourront effectivement retrouver ce type d'enseignement ailleurs. Même si cet argument a plutôt été balayé par l'enseignement privé catholique qui est pour cette réforme et qui disait que non, de toute façon, nous allons aussi appliquer cette réforme. Et ils ont mis en avant le fait que les collèges allaient être plus autonomes. Alors, moi, je n'ai pas à commenter une décision de 2 millions de Français qui sont dans les établissements. Oui, j'entends bien. Écoutez, ce que j'entends, moi, c'est beaucoup d'inquiétudes de professeurs qui, pour ce qui concerne l'enseignement public, voient effectivement, de réforme en réforme, régner la confusion, la déstructuration, et donc... progressivement, on se détourne de l'enseignement public qui ne répond plus à sa mission. La mission de l'école, c'est transmettre des fondamentaux, des connaissances structurées. Voilà, c'est pas faire garderie ou récréation en développant des ateliers ou des conversations ou des causeries sur des sujets périphériques. Donc Xavier Fernagu, le pays sur les cultures anciennes, c'est pas assez suffisant, c'est du saupoudrage du latin et du grec. Écoutez, je crois qu'en la matière, il faut rester sérieux. Najat Vallaud-Belkacem a déclaré l'autre jour sur une chaîne de service public que l'option de latin-grec restait à l'identique, n'est-ce pas? Et que les élèves, après l'avoir découvert dans les nouveaux modules qui restent effectivement à mettre en place, et on a encore 15 mois pour y réfléchir, eh bien, à partir du moment où ils l'auront découvert, les options resteraient en l'état. Alors, je ne sais pas de quelle querelle il s'agit. Concernant l'accompagnement pédagogique et le suivi individualisé, qui va effectivement s'inscrire dans une démarche de relative autonomie des établissements. Quand on parle d'autonomie des établissements, de quoi s'agit-il? On garde effectivement 80% des enseignements qui restent sous l'autorité de l'État, donc le ministère de l'Éducation nationale. Même s'il y a de l'obligatoire et du facultatif. En fonction de la spécificité du public accueilli, et je ne crois pas que le jeune collégien demande ait forcément la même demande ou la même façon de vivre son collège que celui de Bondy ou celui de Neuilly-sur-Seine. Donc, excusez-moi, je ne parle pas du département des Yvelines.
à titre d'exemple. Donc, l'accompagnement pédagogique, ça va permettre effectivement, partant des difficultés exprimées, constatées de l'élève, de pouvoir l'accompagner sur les chemins de la réussite, alors qu'auparavant, eh bien, à la sortie de l'école, il devait se débrouiller avec un accompagnement scolaire qui restait à imaginer à la périphérie de l'école et qui fonctionnait plus ou moins bien. Est-ce que ça peut marcher ? Quand on connaît, peut-être Sandrine Grillet, vous avez l'expérience des salles d'enseignants, de professeurs. Comment on va faire en sorte que tout le monde puisse se mettre d'accord pour travailler dans l'interdisciplinarité, pour que le prof de mathématiques avec le prof d'anglais, le prof de français puissent se mettre ensemble. Comment C'est là où je vais prendre ma casquette de syndicaliste. Il y a une responsabilité de l'employeur terrible en termes de formation et d'accompagnement des collègues. C'est-à-dire que trop souvent, quand on met des réformes en place, on sort des jolis textes, et puis dans la réalité, les collègues, ils se retrouvent seuls, très seuls, à devoir mettre en place des choses pour lesquelles ils ne sont pas formés. Et moi, ça, c'est ma grande crainte. C'est-à-dire que je pense que là, il y a un vrai challenge. C'est encore un anglicisme. Un défi. C'est absolument un défi pour l'employeur de regagner la confiance de ses employés, de ses enseignants, qui sont quand même des cadres, qui ne sont pas idiots, qui savent faire des choses, mais qui ont terriblement besoin d'accompagnement d'institutions. C'est-à-dire que ça suffit de laisser les collègues tout seuls, dans leur établissement, se débrouiller. Ça, ce n'est pas envisageable. Et là, ça nécessite des moyens, ça nécessite du temps, ça nécessite une vraie ambition, une vraie réflexion. Et on a 15 mois pour le faire. Là, c'est un vrai défi. Et moi, je souhaite que ça fonctionne, mais ça ne pourra fonctionner que s'il y a cet accompagnement de l'institution. Il va falloir vraiment travailler là-dessus, il va falloir que les corps d'inspection travaillent là-dessus, il va falloir que les chefs d'établissement acceptent de travailler avec leurs enseignants en équipe. Ça se fait parfois, ça ne se fait pas partout, et ça, c'est vraiment dommageable. Donc là, il y a une vraie responsabilité de l'institution, du temps et des moyens pour former les enseignants. Christian Tailbois. Alors, moi, je ne suis pas enseignant, donc je ne peux pas aller sur le même terrain. En revanche, ce que je crois en parents d'élèves d'abord et en responsable politique aussi, c'est que toute réforme qui ne met pas au cœur de son projet la volonté de renforcer les acquis et les connaissances, j'allais dire fondamentales des élèves, est nulle et non avenue. Voilà, on voit bien la levée de bouclier contre cette réforme. Il faut, comme le disait monsieur, être sérieux, arrêter de gesticuler et sans doute revenir aussi sur cette histoire de collège unique pour avoir, qui fait donc de l'indifférenciation, pour pouvoir tenir compte à la fois des différences de niveau et des différences d'aspiration des enfants, personnaliser des parcours et aider les uns et les autres à franchir à leur rythme les différents niveaux d'un socle de compétences et de connaissances communs. C'est peut-être ce qui est visé, justement, en disant que les classes latin, grec ou les classes bilingues dont on n'a pas parlé aujourd'hui mettent toujours les mêmes élèves avec ceux qui ont les petits codes et qui vont placer leurs enfants dans les classes qui font du latin, du grec ou bien les classes bilingues. Et puis du coup, qui exclurait beaucoup. Non, je crois pas. Moi, en réalité, je crois que cette réforme, elle est idéologique. C'est-à-dire que après l'interdiction du renouvellement, après le bannissement des notes, après la suppression des internats d'excellence, voilà, on continue d'avancer vers mais c'est quand même égalitarisme et du nivellement par le bas surtout. Voilà, et ça semble vraiment être le mot d'ordre de ce gouvernement socialiste pour l'école, nivellement par le bas et indifférenciation égalitariste. Xavier Fernagu, un mot pour conclure. Oui, en écoutant monsieur, je pensais aussi à cette refonte de l'évaluation. J'aimerais en rappeler un petit peu la racine littérale, pour ne pas y perdre son latin, sans faire de jeu de mots idiots. Exaluer. Sortir la valeur 2. Sortir la valeur 2, c'est peut-être sortir aussi d'un système de notation vécu par la plupart des acteurs éducatif comme un système d'un autre âge, et parler d'évaluation, ça veut dire considérer qu'une note de 8,5 sur 20, c'est peut-être 2 points en dessous de la moyenne, 1,5 point, mais c'est aussi 8,5 au-dessus de 20. Et se saisir effectivement de ce que l'enfant exprime de positif, même si c'est insuffisant, pour effectivement mettre les choses en synergie de façon à optimiser cette transmission de savoir de la façon la plus adaptée qui soit. Donc ça, c'est sur l'évaluation. Alors, rapidement, Sandrine Grillet, vraiment pour terminer, parce qu'on termine l'émission. Allez-y.
Juste une chose sur les classes bilingues. Moi, je trouve ça formidable que les classes bilingues, ça soit pour tout le monde maintenant à partir de la 5e. Après, il y a effectivement le fait que les professeurs d'allemand risquent de perdre leur poste, c'est problématique. Mais là, il faudra en réfléchir en cadre des formations et des langues. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à ce débat très, très riche, très intéressant. N'hésitez pas, vous, de votre côté, à réagir sur le Twitter de l'émission, #78société. On se retrouve dans 3 semaines pour un prochain numéro. Bonne soirée à tous.